Merci infiniment, Madame la Présidente. J'ai vraiment le sentiment que vous avez présenté effectivement une vision d'avenir, un programme, une ambition, quelque chose de très très volontariste pour qu'à la fin on puisse renforcer la voie bilatérale. Parce que comme je l'ai compris, effectivement, tant l'adhésion à l'Union européenne que l'adhésion à l'espace économique européen ne peuvent pas entrer en matière parce qu'il n'y a pas le soutien populaire. Par contre, la voie bilatérale, sans faire quelque chose, s'éroderait et ce serait mauvais. La voie solitaire, vu notre géographie, notre histoire, est impensable. Donc j'ai vraiment bien compris que vous avez parlé du renforcement de cette voie bilatérale et vous avez magnifiquement expliqué tout ça. Et si je peux peut-être poser la première question. C'est clair, maintenant, on est au début du mois de mai 2019 et il va y avoir des votes sur l'Europe en Suisse. Par exemple, les deux votations du 19 mai auront une implication européenne. Il y aura effectivement un vote sur la libre circulation en 2020. Il y aura les élections fédérales en octobre. Et puis du côté de nos partenaires européens, il y aura évidemment les élections européennes à la fin du mois, qui va créer une période de quelques mois où les institutions européennes vont être renouvelées, tout ça avec l'incertitude du Brexit, ce qui fait qu'à la fin, normalement, il devrait y avoir une nouvelle commission au mois de novembre, et puis un nouveau président du Conseil européen au mois de décembre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un renouvellement du leadership, des élections, et puis en plus des votations avec des enjeux européens. Donc, comment est-ce que vous imagineriez qu'on pourrait articuler cette voie volontariste avec ce cheminement, sachant qu'il y a peut-être des choses trappes comme l'équivalence boursière qui pourrait bien tomber à l'eau, les chercheurs suisses qui risquent toujours d'être exclus. Enfin, voilà, ma question serait par rapport à l'adéquation entre le chemin et puis les étapes, les choses trappes et puis le temps. Je crois que mon micro, il marche? Oui, voilà. Oui, ben, vous posez la question du calendrier. Hein. Moi, j'ai posé la question du leadership d'abord. Parce que je pense que le Conseil fédéral doit vraiment s'engager. Il met un projet en consultation sans s'engager. Il envoie son secrétaire d'État faire le travail à sa place. Et encore une fois, ce n'est pas une question de détail. C'est une question de destin pour la Suisse. Alors je pense que vraiment le Conseil fédéral aurait dû s'engager déjà pendant la phase de consultation pour rechercher un compromis intérieur. Comment voulez-vous convaincre l'Union européenne de discuter quoi que ce soit avec nous, même d'envisager de rouvrir les... Bon, parler de négociations à Berne, c'est carrément un vilain mot, mais disons au moins rouvrir les discussions, pouvoir parler un peu avec l'Union européenne, leur expliquer notre position, s'il n'y a pas de consensus intérieur. Cette incertitude de l'exécutif a généré des irritations à Bruxelles après 5 années. Les gens ne comprennent pas comment il n'y a pas de consensus à l'intérieur de la Suisse et vous ne pouvez pas négocier une position claire et une position qui présente et qui défend les intérêts d'un pays si vous n'avez pas de consensus intérieur. En Suisse, on est un pays de démocratie directe, on sait que la population va se prononcer sur le sujet. Si vous avez des résultats de consultation comme ceux qu'on vient d'entendre, hein, je veux dire, vous l'avez résumé, monsieur, je veux dire, c'est gris, c'est toutes les nuances de gris, comme disait M. Maillard. Et donc, c'est pas possible. Donc maintenant, vraiment, il est venu le temps où les questions ont été posées, les 8 mai, les 65 ou 68 questions du Parti socialiste, les X questions des autres partis ont été posées. Il est venu le temps d'y répondre et il est venu le temps pour le Conseil fédéral de rechercher un consensus. Et je pense que le fait qu'on se trouve en période d'élection, de recomposition des autorités politiques, aussi bien du côté de l'Union européenne que du côté suisse, ça nous laisse le temps du consensus intérieur. C'est finalement une chance, mais encore une fois, à condition que le Conseil fédéral s'engage, qu'il défende une position, qu'il recherche un accord à rééquilibrer un peu cet accord qui est aujourd'hui pas capable de réunir une majorité derrière lui. Donc il faut rechercher cette majorité, il faut rechercher des compromis et ensuite il faut les défendre de façon à ce que cet accord puisse avoir une chance. Parce que, encore une fois, je pense que il faudra bien que... Sinon, moi, si j'étais cynique, je vous dirais, Monsieur Grain, eh ben, je laisserais
je signerai cet accord à la place du Conseil fédéral, je le laisserai passer au Parlement, je le laisserai se casser la figure devant le peuple, et puis après, il nous reste quoi comme alternative? Une fois qu'on aura bien mal au porte-monnaie, on finira par adhérer. Hein. Je ne suis pas si volontariste que ça, voyez-vous. C'est presque une cynique comme possibilité. J'ai envie de vous poser, Madame la Présidente, d'abord merci de votre intervention. En fin de compte, on voit qu'énormément de questions sont ouvertes. J'ai envie d'abord de vous poser la même question que celle que j'avais posée au secrétaire d'État Balzaretti, savoir quand l'accord est là, l'Union européenne, par la voix de son président, exclut toute nouvelle négociation. Et j'avais alors demandé à M. Balzaretti, qui en parlait dans son intervention, qu'il y avait encore cette plage peut-être pour une certaine négociation, une certaine interprétation. Vous, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que réellement, aujourd'hui, les négociations sont définitivement closes? L'accord, c'est à prendre ou à laisser? Oui, non. Et puis, si c'est à prendre ou à laisser, est-ce que là, on a encore une marge d'interprétation, notamment s'agissant de ces mesures d'accompagnement? Est-ce que là, l'Union européenne pourrait, en fonction de l'accord actuel, dire oui, finalement, les mesures d'accompagnement, on peut les laisser à côté, on peut les garder même avec l'accord actuel? Bon, moi, j'ai de la peine à parler à la place de l'Union européenne. J'ai de la peine à vous dire si véritablement... on dit les négociations sont terminées. Oui, elles sont terminées, mais enfin, ça n'exclut pas qu'on puisse aller à Bruxelles, expliquer la position de la Suisse et leur dire... Moi, je pense que le Conseil fédéral devrait dire oui, cet accord, fondamentalement, on le veut, si vous entrez en matière sur ce point, sur ce point, sur ce point. Et c'est les 3 points qui restent ouverts, c'est-à-dire qui posent le plus de problèmes, c'est-à-dire la directive sur la citoyenneté européenne, la question des aides d'État et la question des mesures d'accompagnement. Moi, je vois une possibilité de poser des compromis intéressants entre la reprise de la directive européenne qui augmenterait les protections sociales en Suisse pour les travailleurs qui sont là, et puis les mesures d'accompagnement d'autre part, soutenues auxquelles s'opposent à la fois la droite et la gauche. Donc je vois là des possibilités de travailler sur des compromis qui pourraient aboutir à un accord plus équilibré et à la possibilité pour expliquer à l'Union européenne que moyennant ça, oui, cet accord pourrait avoir beaucoup de chance et qu'on y est favorable sur le fond. Quelque part, ce serait M. Cassis qui se rendrait à Bruxelles pour dire « nous avons tout à y gagner ». M. Cassis devrait dire à Bruxelles, voilà, fondamentalement on est pour, si on peut discuter ces points-là. Dans les discussions avec l'Union européenne, bien sûr, il y a des institutions communes et puis après, il y a les États membres à côté. Quel est votre point de vue sur, effectivement, on peut dire, les convergences et les divergences entre les États membres de l'Union? Est-ce que vous voyez plutôt la convergence ou est-ce que la Suisse peut avoir un intérêt à discuter ou peut-être simplement à expliquer aux différents pays? Parce que là, j'ai particulièrement en tête la relation entre les pays d'Europe occidentale et ceux d'Europe centrale. Donc, et puis peut-être plus généralement, comment est-ce que vous voyez cette Europe, disons, qui est réunifiée depuis longtemps, mais qui a toujours des Vous avez raison de mentionner les divergences à l'intérieur de l'Union européenne, notamment entre les pays de l'Est et les pays fondateurs de l'Union européenne, mais je ne tablerai pas trop là-dessus, comme je l'ai dit, moi. La Suisse a un seul partenaire, c'est un ensemble. Et ce partenaire, si vous regardez ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, Madame May a bien essayé de faire la tournée des pays européens pour essayer de les diviser, peine perdue, elle n'a pas réussi. Et aussi avec la Suisse, l'Union européenne s'est montrée très unie. Et il n'y a pas eu de divergence. Donc je crois que c'est vraiment une illusion de croire qu'on peut aller vers l'Allemagne et dire à Mme Merkel, s'il vous plaît, défendez nos intérêts. On voit bien que dans les conseils européens, ils sont tous d'accord sur la marche à suivre. Mais alors du coup, quelle est l'alternative là? La question à l'ancienne chef de la diplomatie, si nous ne signons pas l'accord, bon, on l'a dit, ça pourrait être que du coup la situation économique deviendrait
se péjorerait à ce point qu'il ne nous resterait plus que l'adhésion. Mais est-ce que, enfin, vous voyez d'autres solutions parce que si on Mais non, mais on n'en est pas là, monsieur, on n'en est pas là. Là, on n'a pas fini notre phase de consultation, on a encore jusqu'au mois de juin. Ensuite, l'Union européenne va renouveler ses autorités, il y aura un nouveau président de commission, nous, on va renouveler nos autorités. La commission ne sera pas opérationnelle avant la fin de l'année. Moi, franchement, je pense qu'on a encore un tout petit peu de temps devant nous pour essayer le consensus intérieur et pour se présenter avec un front uni face à Bruxelles et demander un certain nombre de clarifications, d'explications, de rediscussions, voire de négociations. Écoutez, moi j'ai négocié les bilatérales 2 avec M. Juncker, qui était alors ministre des Finances et Premier ministre du Luxembourg, et on avait terminé les bilatérales 2, vraiment fini, terminé, accord sur la table, que M. Juncker l'a fait réouvrir en toute fin, parce qu'il pensait que le Luxembourg était plus maltraité que la Suisse dans la question de la fiscalité de l'épargne. Et il a obtenu gain de cause. Donc, vous voyez, il ne faut jamais prendre pour argent comptant quand on vous dit ça, c'est impossible. C'est impossible pour nous en ce moment parce qu'on n'a pas de consensus. Et il faut se donner le temps du consensus. Et je pense qu'on l'a maintenant. Peut-être, si vous le voulez bien, nous pourrions ouvrir la discussion. Oui, Patrick de Bondelly. Madame la Présidente, ne pensez-vous pas qu'il y a quand même là-dedans une toute première urgence, vu qu'il faut le temps, comme vous dites, pour obtenir un consensus, et puis c'est qu'il y a une date prévue en juin de ratification de l'accord. Il y a cette première urgence, comme à laquelle était confrontée Madame May aussi, de faire accepter, de repousser cette date jusqu'à, disons, après les élections suisses et européennes, c'est-à-dire jusqu'à 2020. Ça, c'est n'est-ce pas là la vraie première urgence pour permettre d'avancer? Repousser, ça veut dire que pour pouvoir repousser, il faut d'abord donner un certain nombre de gages. Hein. Si du côté de l'Union européenne, on entend dire que cet accord n'a aucune chance, qu'il est mort-né, qu'il est tué avant même d'éclore, je veux dire, ils n'ont aucune raison de... mais eux-mêmes sont dans une situation, ils sont dans la capacité de décider maintenant. Donc, je veux dire, nous, la première urgence, c'est vraiment d'arriver à un consensus intérieur. Et on aurait déjà dû le faire depuis longtemps, parce qu'on connaît depuis longtemps les problèmes. Depuis même la rédaction du mandat. On sait, on avait fixé des lignes rouges sur ces 3 points. On sait qu'il y a des problèmes et qu'il y aura des problèmes intérieurs. Or, durant toute la période de négociation, depuis la rédaction du mandat, la période de négociation, on n'a jamais eu sérieusement de discussion sur ces points-là. Il a fallu attendre là, maintenant, pour que tout d'un coup, on ait une consultation, et encore sans que le Conseil fédéral prenne une position. Le Conseil fédéral est indécis, hein, il est dans l'incertitude. Donc c'est pour ça que je disais, il a une politique peureuse. Et ça, c'est dommage, j'allais dire lamentable. C'est vraiment très dommage. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'une question négligeable, il ne s'agit pas d'une question de détail. Et là, le leadership du Conseil fédéral, il est extrêmement important. Et si vous voulez gagner une votation, il faut d'abord être d'accord entre soi, et ensuite prendre son bâton de pèlerin et aller expliquer les choses. Il faut. Le Conseil fédéral a une grande crédibilité. Mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas d'accord entre soi, hein, je veux dire. Si chacun dit une chose et l'autre, ça ne va pas jouer. Oui. Oui, madame. J'oublie pas, madame, que vous aviez écrit 3 jours après le vote de la Grande-Bretagne sur le Brexit que la Suisse n'avait plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre que les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne soient réglées et en application pour négocier, continuer de négocier et entre-temps cesser de négocier quoi que ce soit. Je pense que si le pays vous avait entendu, on ne serait pas dans l'impasse dans laquelle on se trouve actuellement. Cela dit, je me permets, par rapport à votre préambule, dans lequel vous disiez que la Suisse, aujourd'hui, n'avait plus qu'un seul voisin, c'est-à-dire l'Union européenne, mais je crois que ce n'est pas le cas sur un certain nombre de points
important, notamment pour les exportateurs. Un des accords bilatéraux s'appelle l'accord de reconnaissance mutuelle, et ça permet, lorsqu'on homologue un produit à exporter dans un pays, de pouvoir l'exporter dans tous les pays. C'est un peu comme si la Suisse demandait à l'Union européenne de faire une homologation ou à l'Union européenne ou à d'autres importateurs d'homologuer les produits dans tous les cantons. C'est une mesure purement protectionniste qui montre que l'Union européenne est parfaitement capable de jouer sur les deux tableaux, en tant qu'Union européenne et en tant que 27 États membres ou 28 États membres. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la Suisse forme une espèce de club avec les principaux exportateurs dans le monde vers l'Union européenne pour faire pression sur l'Union européenne, demander à l'Union européenne de faire en sorte de réduire son protectionnisme et de réduire ses incohérences? Oui, mais encore une fois, il faudrait négocier de nouveau avec l'Union européenne et pas avec chaque État membre. Donc on est de nouveau Certainement. Dans une négociation avec un partenaire. Et puis, alors, je suis en train pour une fois, on ne serait pas seul, madame. Oui. Quand est-ce que la Suisse comprendra qu'elle ne peut pas jouer toute seule avec l'Union européenne? Elle doit trouver des alliances dans le monde pour pouvoir avoir le poids nécessaire pour compter à Bruxelles. Alors, j'ai été à Londres parler à Chatham House du Brexit et du modèle suisse, je veux dire du modèle institutionnel suisse de la voie des bilatérales. Et je leur ai montré un graphique qui démontrait qu'à partir de 1992, la date du vote sur l'espace économique européen, les exportations suisses à destination des autres pays hors Union européenne avaient augmenté de près de 14%, sauf erreur, alors que les exportations du Royaume-Uni pendant la même période faisant partie de l'Union européenne n'avaient augmenté que de 6%. Et je leur ai dit, écoutez, ça ne nous fait pas très plaisir le Brexit parce que vous allez vous trouver en concurrence avec la Suisse sur les marchés exportateurs hors de l'Union européenne. On va se trouver avec un concurrent supplémentaire. Mais vous avez raison, la Suisse étant hors de l'Union européenne, elle doit rechercher des alliances sur tous les sujets possibles et imaginables pour défendre ses intérêts. Ça, c'est évident, et elle le fait. Et d'ailleurs, tendanciellement, les exportations suisses à destination de l'Union européenne diminuent. Et la chose qui est plus difficile, je veux dire plus inquiétante, c'est que un des plus gros partenaires dans l'Union européenne, ce n'est pas l'Union européenne en tant qu'ensemble, c'est le Baden-Württemberg. On produit les Mercedes et les Porsche. Et donc, ça, c'est vraiment une dépendance qui est très importante parce que c'est un partenaire qui est aussi important que la Chine. D'où vous avez raison sur le fond, c'est-à-dire tendanciellement, il faut que la Suisse s'ouvre. Et on a vu que M. Maurer fait une excursion en Chine, mais ça a ça pour objectif, c'est-à-dire d'ouvrir le marché pour les Suisses, pour les entreprises suisses, parce que la dépendance à l'Union européenne, qui était de plus de 50% pour le marché des exportations, maintenant a passé à 44% en 2017. Donc vous voyez, tendanciellement, la Suisse cherche à se défaire un peu de cette dépendance pour avoir plus d'indépendance et plus de liberté par rapport à l'Union européenne. Maurice Chocard, je suis avocat genevois à Zurich. J'aimerais faire une remarque et poser une question. La remarque, c'est que nous sommes, je crois, ici tous d'accord que ce qui nous manque le plus, c'est un consensus interne. Mais j'ose pas distribuer des mauvaises notes, mais c'est toujours important de savoir la cause des impasses. S'il n'y avait pas eu l'alliance contre nature du Parti socialiste avec l'UDC, on n'en serait pas là. Ma question est la suivante. Nous sommes dans une impasse qui précède une autre impasse, l'impasse de l'adhésion. En fait, notre situation est totalement schizophrénique. Nous sommes le 4e pays le plus intégré dans l'Europe, l'EU, Bruxelles, mais nous ne sommes pas membres. Nous sommes un modèle selon les règles
européenne, mais nous n'avons pas droit à la parole. Pour moi, l'adhésion, elle ne me fait pas peur. Je la vois comme une évidence. Alors, nous avons deux impasses, une actuelle, une pour le futur proche. Réglons les deux. Alors, sur la question des syndicats, vous me permettrez de dire un mot. Je comprends tout à fait l'inquiétude des syndicats. Parce que les mesures d'accompagnement, si elles doivent relever du droit européen, elles seront à ce moment-là soumises à la jurisprudence de la Cour européenne de justice qui délivrera un avis contraignant sur demande du tribunal arbitral. Or, la Cour européenne de justice, dans un certain nombre d'arrêts que vous connaissez peut-être, Ruffert, Laval, etc., a toujours pris position pour la libre concurrence, contre la protection des travailleurs. Et donc, je comprends l'inquiétude des syndicats. Il ne s'agit encore une fois pas que d'une question de 4 jours ou de 8 jours ou de question de détail, mais il s'agit véritablement d'une question du droit applicable et d'une question fondamentale. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que sur cette question des mesures d'accompagnement, la discussion peut continuer. Parce que là, les intérêts de l'Union européenne sont convergents avec les nôtres. Dans l'Union européenne, ils viennent d'approuver une directive sur les travailleurs détachés. C'est les travailleurs détachés dont il s'agit, parce que vous savez tous que quand vous rénovez une maison ou sur les chantiers, vous voyez des travailleurs détachés qui viennent là pour quelques jours, quelques temps, qui sont tous des travailleurs étrangers, souvent payés au lance-pierre. Donc ça démantèle la protection des travailleurs suisses sur le marché du travail. Ça démantèle les conditions de travail et ça, c'est une vraie inquiétude. Donc, elle existe du côté de l'Union européenne et elle existe de notre côté. Donc là, il y a convergence sur le fond. Et le problème, c'est un problème de calendrier, parce que là, nous, on est avec nos mesures d'accompagnement, on a un grand temps d'avance sur ce qui se passe dans l'Union européenne. Et donc, c'est un problème de calendrier. Mais là, je pense qu'il y a des convergences sur le fond qui ne sont pas en notre défaveur. Et puis, vous aviez mentionné... Donc, je ne pense pas que ça, c'est une impasse. Je pense qu'au contraire, il faut rechercher le consensus intérieur à partir de ces difficultés-là, je dirais. On a toujours eu des difficultés dans les négociations avec l'Union européenne. Ça n'a jamais été un chemin facile. Ça a toujours été un chemin extrêmement difficile, glacé, semé de cailloux, où on a glissé en arrière, où on est remonté. C'est toujours été très, très difficile. Donc, il ne faut pas se décourager et il ne faut surtout pas abandonner. Je veux dire, là, on doit être sûr de nous et fort. Et puis, donc, je ne dirais pas que ça, c'est une impasse. Maintenant, sur la question de la souveraineté et de la capacité de participer, de décider. C'est vrai que la voie bilatérale nous place dans une situation où nous n'avons pas la capacité de décider. Nous avons la capacité d'être entendus, de participer aux réunions préparatoires d'une loi ou d'une directive dans l'Union européenne, et on peut dire notre avis. Et on peut avancer nos intérêts. Et on peut parfois faire changer les choses, comme ce qu'on a obtenu, par exemple, dans la discussion sur la loi sur les armes. On a pu intégrer un certain nombre d'exceptions qui touchent la Suisse particulièrement parce qu'on a pu participer à la discussion. Mais c'est vrai que du point de vue de la souveraineté, le bilan de la voie des bilatérales est mitigé, puisqu'on n'a pas la possibilité de décider. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je me dis, mais mon Dieu, c'est vrai que l'adhésion nous donnerait au moins la possibilité non seulement de participer, mais d'opposer notre veto, de dire oui, de dire non. Enfin, voilà, on pourrait exercer notre influence. Mais je vous signale juste que M. Barroso, lorsqu'il était président de la Commission, m'a dit « N'adhérez jamais, on ne vous veut pas. Vous êtes des grands poseurs de questions. Avec votre démocratie directe, vous feriez que de nous apporter des ennuis et de nous mettre des bâtons dans les roues. S'il vous plaît, restez où vous êtes. » La Suisse deviendrait quelque part le nouveau Royaume-Uni à l'intérieur de l'Union européenne. C'est un peu le... Alors du coup, je vais en profiter pour relancer avec une nouvelle question. Sinon, l'adhésion, est-ce que l'adhésion à l'espace économique européen pourrait être une question? Parce que bon, l'adhésion à l'Union, on sent que politiquement, il y a zéro chance. L'espace économique européen, pas forcément beaucoup plus de chance, mais est-ce que...
Alors l'adhésion à l'espace économique européen présente les mêmes problèmes de souveraineté. Participation à l'élaboration des décisions, mais pas participation à la décision. Hein. Donc avec moins d'accès, et puis une concurrence avec la Norvège. Là, je pense que politiquement et économiquement, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ça a été déjà refusé une fois par le peuple, donc pour revenir là-dessus, il faut vraiment être convaincu du plus. Et c'est la raison pour laquelle et moi-même, j'ai fait la campagne des bilatérales 2, on m'a même appelé Madame Bilatérale, parce que, encore une fois, c'est le compromis entre notre situation au centre de l'Europe, est dépendant de l'Europe et obligé d'avoir des relations avec notre grand partenaire, hein, et puis la volonté de la Suisse de ne pas participer au dessein politique de l'Union européenne. Donc, la voie bilatérale, c'est vraiment un chemin. Et c'est pour ça que l'Union européenne est agacée de notre chemin. C'est pour ça qu'elle ne l'a jamais proposé au Royaume-Uni. Parce que si vous réfléchissez bien, le Royaume-Uni qui veut sortir a les mêmes intérêts que nous. Ils veulent pouvoir faire des accords de libre-échange comme ils veulent. Ils ne veulent pas être membres d'une union douanière. Ils veulent exactement faire ce que la Suisse fait. Et ils voudraient avoir un peu le même modèle que nous. Le problème, c'est que l'Union européenne leur dit non, modèle suisse, vous n'aurez pas. Et c'est la raison pour laquelle on a des difficultés aujourd'hui, parce qu'ils nous jouent les uns contre les autres. Madame l'ancienne présidente, merci beaucoup pour votre présence. Je m'appelle David Rötlisberger, j'ai écrit mon travail de licence en 1991 sur l'adhésion de la Suisse au système monétaire européen. Je souligne cet aspect parce que vous avez souvent mis en avant le fait que l'Union européenne est un seul voisin. Oui, mais non. Si on parle de schizophrénie au niveau suisse, alors je dirais que l'Union européenne a des problèmes bien plus graves. Si l'on prend que l'aspect monétaire, au moins 10 des pays ne pratiquent pas l'euro. Si on prend l'espace Schengen, qui est un sujet d'actualité, seuls 22 des pays sont dans l'espace Schengen, alors que les 4 pays de l'AELE sont dans l'espace Schengen. Je rebondis sur l'aspect l'AELE. Nous ne sommes pas seuls. La Suisse fait partie de l'AELE et pour rejoindre le commentaire de M. Canapa, l'espace économique européen, par le biais de l'ALE, pour moi, risque d'être une négociation, quitte à ce que ce soit un sujet tabou au niveau Conseil fédéral, mais peut-être une voie moins ardue et en tout cas qui permettrait d'ouvrir des portes et élargir les possibles pour la Suisse. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, l'espace économique européen, ça pourrait être effectivement une possibilité. C'est pas un tabou hein, jusqu'à maintenant. C'est dans les options que le Conseil fédéral considère systématiquement et évalue en permanence. Mais l'espace économique européen, c'est ce que l'Union européenne voudrait nous faire accepter. Parce que l'Union européenne en a un peu marre de l'exception suisse. Il faut chaque fois, nos accords sont statiques et chaque fois que le droit européen évolue, il faut renégocier avec la Suisse pour se mettre à jour et ils en ont un peu marre, alors que dans l'espace économique européen, il y a des processus de reprise du droit quasi automatiques et ça fonctionne voilà, sans trop de problèmes. Et ils souhaiteraient effectivement qu'on rallie l'espace économique européen. Le problème, c'est qu'en Suisse, et le Conseil fédéral a toujours dit, la voie bilatérale, c'est notre voie. On la privilégie. Et là, on est arrivé à un moment où l'Union européenne change de paradigme. Elle dit, OK, mais alors, vous reprenez de façon dynamique les évolutions du droit européen et on rejoint, ce faisant, les procédures de l'espace économique européen. Sur ce point, vous avez raison, on les rejoint. Donc voilà, on se retrouve. Peut-être, moi je ne sais pas s'il faut reprendre les négociations à zéro. Il me semble quand même que c'est dommage parce qu'on a quand même obtenu un certain nombre de choses en matière de règlement des différends. Et je pense que maintenant, sur les 3 points mentionnés qui font problème en Suisse, il faut quand même essayer de renégocier ou
pour ne pas employer le mot tabou, celui-là il est tabou, de rediscuter, de rouvrir les échanges avec l'Union européenne une fois qu'on se sera mis d'accord à l'interne. Ça ne sert à rien d'y aller diviser, quoi. Ça ne sert à rien. Et puis sur la flexibilité, sur l'Europe à plusieurs vitesses, hein. Elle a été évoquée dans les scénarios mentionnés par M. Juncker il y a 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai oublié la date. Et, il avait mentionné la possibilité d'une Europe qui fonctionne à plusieurs vitesses. Et effectivement, elle fonctionne déjà à plusieurs vitesses. Vous avez raison de le mentionner. Il y a la zone euro. Il y a des pays qui n'appartiennent pas à l'espace Schengen. D'un autre côté, vous avez la Suisse qui n'est pas membre, mais qui appartient à l'espace Schengen. Donc vous avez une architecture qui est, je dirais pas flexible, mais qui est composite, hein, sur le continent européen. Et l'Union européenne, malheureusement, elle veut essayer d'uniformiser tout ça. Y compris dans ses relations avec les pays tiers, elle veut favoriser la reprise de ces évolutions du droit. Et donc c'est ça qui pose problème, hein. Je veux dire, il y a des gens qui disent oui, mais quand même c'est pas normal, vu les relations que la Suisse a et développées avec l'Union européenne, qu'on nous traite comme les Géorgiens, comme les Ukrainiens, comme la Moldavie, avec des accords qui ressemblent furieusement à l'accord d'association avec l'Ukraine, par exemple. Donc voilà, il faut voir. Moi je pense que ce qu'on a obtenu comme résultat de négociation, on ne peut pas le qualifier de mauvais. Il y a des problèmes ouverts et encore une fois, il faut les rediscuter une fois qu'on se sera mis d'accord à l'interne. Ce qui m'énerve, c'est le fait que le Conseil fédéral n'exerce pas un certain leadership, qui n'ait pas essayé durant toutes ces négociations, hein, d'ouvrir une discussion sérieuse en Suisse avec les partenaires sociaux, avec tout. On voyait arriver ce genre de problème, on les voyait venir. Or, on attend tranquillement, là. Alors, voilà. Pablo Demière, merci Madame la Présidente pour cette présentation. J'aimerais savoir, que pensez-vous de la solution émise par Forhaus concernant les mesures d'accompagnement? Écoutez, j'ai trouvé... un des auteurs était mon assistant à l'Université de Genève sur le cours de la politique étrangère de la Suisse, Monsieur Chéni Nagy. Et moi, je les ai applaudis parce que j'ai dit enfin une proposition constructive qui fait qu'on pourrait développer la protection des travailleurs en Suisse par des mesures nationales, en rendant par exemple les contrôles non discriminatoires, en les étendant à toutes les entreprises. Mais encore une fois, pour ça, il faut parler avec les partenaires sociaux. Il faut qu'il y ait un consensus là-dessus. Mais je trouve bien que des organisations comme Forhaus émettent des propositions, soient créatifs. Ça doit venir aussi, bon, la phase de consultation sert aussi à ça, hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sortent et des propositions qui se font. Non, j'ai trouvé bravo. Andrea Bekic, ambassadrice de Croatie. Madame la Présidente, vous étiez le premier président de Suisse qui a visité la Croatie en 2011. En 2013, la Croatie est devenue membre de l'Union européenne et c'est l'an prochain, 2020, que nous reprenons la présidence de l'Union européenne. Ma question était d'abord, comment vous personnellement, vous voyez l'avenir de l'Union européenne? Vous venez de parler un peu pendant la dernière question. Mais aussi, vous avez mentionné que ça serait peut-être possible de recommencer les négociations ou d'améliorer l'accord existant vers la fin de l'année ou à l'avenir. Est-ce que vous pensez que ça sera plus facile à renégocier ou négocier cet accord dans un tout à fait nouveau scénario et le climat à l'Union européenne après les élections qui sont devant nous? Merci. Écoutez, Madame l'ambassadrice, il m'est difficile de vous répondre. Je ne peux pas savoir, d'une part, quelles seront les autorités européennes. Et ça, ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir ce qu'on veut
Or, actuellement, on ne le sait pas, ce qu'on veut en Suisse. C'est de savoir ce qu'on veut et de dire fondamentalement à l'Union européenne, on est pour un accord fondamentalement, on est pour une évolution de la voie bilatérale, mais avec des garde-fous et sur les mesures d'accompagnement, sur la question des aides d'État, sur la question de la citoyenneté européenne, on a des choses à discuter avec vous. Mais si vous allez à Bruxelles pour demander, comme le fait Madame May, encore 9 mois de délai ou je ne sais pas combien, et puis que vous n'avez rien sur la table, je veux dire, n'importe quelle autorité, qu'elle soit de l'Union européenne ou de n'importe quel pays, vous diront, bon, ben, écoutez, vous reviendrez quand vous savez ce que vous voulez. Hein. Quant à l'avenir de l'Union européenne, moi, je pense qu'une Union européenne trop centralisée, qui ne laisse pas place à la diversité des populations à l'intérieur de l'Union européenne, qui ne laisse pas place à la diversité des cultures, à la diversité des systèmes politiques, aura beaucoup de peine avec son avenir. Parce que, je fais la comparaison avec la Suisse. Vous savez, on est un pays, qu'est-ce qui nous unit les Suisses? Ce sont nos institutions. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'ethnie, ce sont nos institutions. C'est la démocratie directe, c'est la neutralité, c'est le fédéralisme, une gouvernance très décentralisée qui laisse la place aux autorités locales, avec un principe de subsidiarité. Et je suis convaincue qu'un ensemble aussi divers que l'Union européenne n'a d'avenir que si elle prend en considération sa composition et sa diversité. Et que donc l'avenir de l'Union européenne, où son principal défi, c'est la gestion de cette diversité. Et le deuxième point, je dirais, l'Union européenne a été fondée sur un projet de paix, mais aussi sur un projet économique, un grand marché intérieur. Je pense que un problème maintenant, c'est qu'il n'existe pas de politique sociale uniformisée à travers l'Union européenne et que là, il y a un problème au moins avec un minimum social européen. Et enfin, troisième point, c'est l'identité européenne. L'identité européenne n'est pas acquise. Hein. On a plutôt tendance chez vous ou dans les différents pays membres à critiquer Bruxelles. Enfin, moi, j'entends beaucoup quand je voyage dire à Bruxelles, je leur dis, vous pouvez pas dire ça. Moi, oui, mais pas vous. Parce que vous êtes membre, c'est chez vous, là, à Bruxelles. Donc là, je pense que l'espace politique commun, la capacité de s'exprimer, on voit avec le mouvement des Gilets jaunes en France, hein, la capacité de s'exprimer, la capacité de donner son opinion, d'avoir des possibilités de peser sur les décisions au niveau européen, c'est constitutif d'une identité européenne. Et ça va s'imposer parce que les populations ne vont pas longtemps accepter qu'on leur fasse des dictats de haut en bas en permanence, quoi. Je pense, pour moi... Et encore une fois, c'est pas pour, je ne devrais pas parler du modèle suisse, parce que ce n'est pas un modèle, on ne peut pas le transformer et le transférer tel quel, mais c'est quand même un exemple de comment peut fonctionner une société très, très diverse, très composite, et fonctionner de façon harmonieuse, quoi. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Mesdames, Messieurs, Olivier Schopfer. Moi, j'ai une question toute simple qui en entraîne une deuxième. Vous me parlez de cet accord institutionnel. Est-ce qu'il a été édité? Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Oui. Puis la question donc, que ça amène, c'est est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour pousser à ce consensus de le diffuser largement dans la population? Je parle de l'accord lui-même. Quand j'ai une votation, moi, je regarde le texte qu'on me propose. Alors, Merci. Le texte, il est sur Internet, avec les 2 protocoles qui l'accompagnent. Je ne peux pas vous donner par cœur l'adresse Internet, mais peut-être que... Voilà. On peut le trouver très facilement si vous mettez accord cadre ou accord institutionnel. Le site du temps a le lien sur le site de l'administration fédérale. C'est un moyen détourné, mais on le trouve. Merci. Ma question a été en partie déjà posée, mais je vais être plus précis. Est-ce que selon vous, l'Union européenne en 2050 existera toujours? Je suis convaincu que c'est le cas pour la Suisse, mais pour l'Union européenne. Et cette question n'est pas hors contexte, à mon avis,
Parce que si on veut s'approcher d'un organisme où on met en question l'avenir, on devrait se poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Merci. Écoutez, moi je suis convaincue que par les évolutions du monde actuel, la globalisation du monde et les interdépendances qui existent du fait de cette globalisation, je pense que ces recompositions régionales, je l'ai dit, elles se font sur tous les continents, parce que les pays partent de l'idée qu'il faut s'allier pour être fort dans la compétition internationale. Et donc l'Union européenne est la composition régionale la plus avancée. Et c'est effectivement celle qui connaît le plus de problèmes de croissance, si je puis dire. Hein. Je veux dire, elle a connu des crises de croissance. Elle a évolué crise de croissance après crise de croissance. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Peut-être qu'elle a grandi trop vite aussi. Hein. Et ce n'est pas facile de faire décider 27 ou 28 États qui ont des intérêts parfois pas tous convergents, des traditions différentes, des systèmes politiques différents. Mais jusqu'à maintenant, ça fonctionne, ça avance. Nous, on est toujours partis de l'idée, les Suisses, que ça ne va pas marcher. Gardons-nous de ça, je dirais, gardons-nous de ça, parce que jusqu'à maintenant, ça a marché. Et puis, nous sommes dans un rapport asymétrique avec l'Union européenne et notre situation ne s'est pas améliorée avec le temps. Quand l'Union européenne a débuté, ils étaient 6, puis après ils étaient 12, et maintenant ils sont 27. Et je peux vous dire que par rapport au PIB de l'Union européenne, au nombre de consommateurs et à leur force économique, c'est une des premières forces économiques mondiales, on n'est pas en position favorable face à eux. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'on a un partenaire, et ce partenaire, il faut faire attention avec, on est dans une situation asymétrique avec lui, même si formellement on est à égalité, on est de fait dans une position de faiblesse quand on négocie avec l'Union européenne. Donc moi, je crois qu'il faut tenir compte de cette réalité, qu'elle va durer, du fait des évolutions du monde, qu'elle va durer. Et quand vous voyez la façon dont agit M. Trump, America's First, avec des sanctions imposées à gauche et à droite, des guerres commerciales, vous vous dites que le seul moyen de vous en sortir, c'est de vous mettre ensemble. Et le problème de la Suisse, c'est qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, qu'elle est seule pour se défendre et qu'elle doit donc soigner ses relations avec tout le monde, avec tous ces grands ensembles, qu'elle doit se chercher des alliés d'opportunité pour faire face aux aléas. C'est un vrai défi pour un pays comme le nôtre, qui jusqu'à maintenant, nous avons bien réussi à le relever, nous avons bien passé la crise financière de 2008, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Hein. Là, on a besoin de ce partenariat étroit avec l'Union européenne. On en a vraiment besoin. Oui, bonsoir Nader Fanny. Vous vous rappelez, en 2009, sauf erreur, vous étiez à Berne, il y a eu cette énorme crise bancaire et il a fallu sauver l'UBS. À l'époque, je faisais l'analyse des marchés financiers et beaucoup de mes clients ont dit « Mais pourquoi est-ce que le gouvernement suisse ne fait pas un bargaining chip, sauver l'UBS ou la partie américaine de l'UBS contre le fait de laisser tranquille notre secret bancaire ?» Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour dire, est-ce qu'on n'est pas un peu trop royaliste? On est un peu trop, on a tendance à vouloir être le meilleur élève de la classe. Là, le 19 mai, on a une votation qui s'annonce. Une sortie automatique de Schengen est souvent exposée comme étant le danger. Or, la Suisse fournit plus d'informations à Schengen qu'elle en utilise. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à tenir tête et puis user l'Union européenne? Et puis, je pense qu'ils n'ont pas non plus intérêt à se passer de ces informations, ni à avoir des camions qui s'arrêtent à la douane. Donc, être un peu plus assertive, avoir un peu plus de leadership, comme vous le disiez, aussi dans le sens de défendre nos intérêts. Alors, sur la question de l'UBS et du secret bancaire, effectivement, la Suisse a négocié, pas pour l'UBS, hein, mais elle a négocié avec les États-Unis parce qu'il y avait confrontation de deux droits. Il y avait les deux droits étaient incompatibles. L'un, celui de la Suisse, on défendait le secret bancaire, qui était le modèle d'affaires en vigueur, qui nous empêchait de donner des renseignements
aux États-Unis, de donner un certain nombre de noms de clients de l'UBS aux États-Unis, et puis d'un autre côté, le système américain qui, lui, était différent. Et donc, on a négocié un compromis avec les Américains pour éviter le clash de deux ordres juridiques différents. Et donc, ça a réussi. Le problème là, c'est que les Américains nous ont dit « Oui, mais on veut mettre une clause dans l'accord que si ce modèle utilisé par l'UBS est reconduit ou continue, alors à ce moment-là, il y aura effectivement on n'acceptera plus, cet accord ne tiendra plus. Et le fait est que les clients sortis d'UBS, ils ont été repris par d'autres banques, et puis que les Américains ne sont pas fous, et puis qu'on était dans l'incapacité de défendre un modèle de secret bancaire qui ne convainquait plus personne. Et donc, sous la pression, je vous l'accorde, de façon réactive, on est sorti du secret bancaire. Mais là, on a quand même, je pense, bien défendu les intérêts suisses parce que finalement, nos banques bon, elles ont payé des grosses amendes, mais on s'en est quand même sorti. Hein. L'UBS reste quand même une banque importante. Schengen, on a intérêt à Schengen. C'est nous qui avons voulu participer à Schengen. C'est nous qui avons demandé pour des raisons de sécurité. Et heureusement qu'on est dans Schengen, parce que si on n'était pas dans Schengen, je peux vous dire qu'on n'aurait pas les possibilités de poursuivre les criminels au-delà de nos frontières, on n'aurait pas cette collaboration avec les polices européennes qui fait que ça contribue à la sécurité du pays. Donc là, et sur la question des armes qui est posée maintenant avec Schengen, je crois que la Suisse a obtenu un certain nombre d'exceptions. Je ne suis pas une spécialiste de ce domaine, hein, mais je dirais globalement, on a obtenu un certain nombre d'exceptions qui font que cette modification de la loi sur les armes n'est pas un obstacle pour les chasseurs, pour les personnes qui collectionnent des armes ou pour les personnes qui veulent pratiquer ce sport de tir. Donc je crois que là, on a quand même assez bien négocié. Je crois qu'on défend quand même nos intérêts. Il ne faut pas penser qu'on ne les défend pas. Mais à un moment donné, comme pour le secret bancaire, quand ce modèle n'est plus reconnu par les autres et qu'il nous crée plus de problèmes, à ce moment-là, il faut savoir... La seule chose qu'on peut peut-être reprocher, c'est qu'on agit toujours trop tard. On dit d'abord non, non, non et non. Et puis après... Si la pression devient trop forte, on lâche tout. Et puis dans un troisième temps, on se dit non, on a tout lâché, alors on essaye encore de récupérer les fonds de tiroir. Ça, c'est un peu la façon dont on agit. C'est pas très glorieux. Et moi, je préférerais qu'on participe à l'élaboration des futures lois dans le cadre de l'OCDE, qu'on s'investisse plutôt que d'essayer de se faire oublier, puis après d'être rattrapé par les choses, quoi. Merci, bonsoir Madame la conseillère fédérale. Bonsoir, votre dernière remarque m'amène quand même à une comparaison. Maître Philippe Quesnel l'a défendu récemment d'ailleurs à la radio. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les mêmes conditions qui ont abouti à l'abolition du secret bancaire? À force de dire non, non et non à l'Union européenne, et c'est bien la position que vous avez défendue, il faut renégocier un accord qui est négocié depuis 5 ans, qui a été discuté dans le pays, dans les organisations professionnelles et dans les partis politiques. On a aujourd'hui une solution qui est un compromis, qui a été accepté à 80% par le Conseil fédéral qui s'est prononcé. En présentant le fameux texte de l'accord, le Conseil fédéral a tout de même pris position. Il a inventé un système de consultation qui est illégal, c'est-à-dire qu'on a une loi sur la consultation qui prévoit dans le détail comment on organise une consultation. Ce qui vient de se passer n'est pas prévu dans cette loi, pas sous cette forme. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire non à l'Union européenne qui va simplement ranger le dossier suisse? On a essayé de trouver une solution institutionnelle pour préserver le bilatéralisme. Nous, Union européenne, on n'y croit plus au bilatéralisme. On y a cru tant que la Suisse nous disait qu'elle voulait adhérer, ce qui était l'option stratégique que le Conseil fédéral a abolie en 2005. Aujourd'hui, on dit non. Alors, il n'y a plus de négociation.
et on laisse s'éroder les accords existants parce qu'on ne va pas les abolir, les résilier ni d'un côté ni de l'autre, mais on est sous la même pression qu'à la fin du scrap bancaire et on devra, dans l'urgence, improviser une position. Il est possible que vous ayez raison, mais je ne crois pas. D'abord, première chose, je n'ai pas dit non, non et non. J'ai dit oui, mais. J'ai dit oui, si. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, le résultat de la consultation, ce n'est pas oui, oui, oui. Et le Conseil fédéral, ce n'est pas oui, oui, oui. C'est oui sur le fond, mais le résultat de la consultation fait que il devra répondre à un certain nombre de questions et tenir compte d'un certain nombre de préoccupations qui se sont exprimées lors de cette consultation. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas recherché le compromis pendant la phase de consultation, voire même avant, puisque nous connaissions tous les points, les obstacles qui aujourd'hui émergent au grand jour. Ils étaient connus pendant la négociation, déjà la rédaction du mandat de négociation. On a laissé passivement aller les choses jusqu'au jour où on est presque au bord de la falaise. Ça, je vous l'accorde, on est presque au bord de la falaise. Mais je pense qu'on a encore la possibilité de rechercher ce consensus, que le Conseil fédéral va maintenant tirer les conclusions de la consultation, qu'il va définir la marche à suivre et qu'il peut fort bien aller vers l'Union européenne pour lui dire oui, si, à condition qu'il sache ce qu'il veut. Parce que si c'est toujours pas ce qu'il veut, alors je suis d'accord avec vous, on va sauter la falaise. Là. L'heure avance, je propose que nous prenions 2 questions. Je vois une main qui se lève là, et ici de ce côté. Donc on aura une question à gauche, une question à droite. Alors, je sais pas qui c'est. Voilà, je m'appelle Roger Darioli. Madame la conseillère fédérale, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai le sentiment que vous regardez un petit peu plus vers le passé, de ce qui n'a pas été fait, et que c'est plus difficile. On est anxieux pour savoir ce qui va dans le futur. Alors je m'adresse maintenant à vous qui êtes peut-être grand-mère, et de savoir, mais qu'est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants? De savoir, mais qu'est-ce qui nous a préparé comme futur? Parce que si on pose cette question, je sens dans vos réticences, notamment cette reprise du droit européen. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants, est-ce que, en prenant le droit européen, la souveraineté de la Suisse, qu'est-ce qu'elle perdrait? Est-ce que l'Allemagne est devenue moins Allemagne depuis qu'elle est partie prenante de la communauté européenne, de l'Union européenne? Est-ce que c'est pareil pour la France? Donc qu'est-ce que la Suisse perdrait? Et ça m'intéresserait de savoir, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que la Suisse perdrait si... Comment vous allez expliquer de savoir quelle serait cette perte de souveraineté? En quoi ça serait vraiment visible? Parce qu'encore une fois, est-ce que l'Allemagne est devenue moins Allemagne depuis qu'elle est membre de l'Union européenne? Est-ce que c'est pareil pour la France? Monsieur. Vous parlez à une convaincue, j'ai toujours été favorable à l'adhésion sur le fond. Le problème, c'est que l'adhésion aujourd'hui, elle n'est pas du tout attractive pour les Suissaises et les Suisses, et que le Conseil fédéral a choisi à plusieurs reprises la voie des bilatérales, qui encore une fois est un compromis entre la position géostratégique et l'intérêt et la nécessité d'avoir un partenariat étroit avec l'Union européenne, et la volonté suisse de ne pas se lancer dans une aventure politique que serait l'adhésion. Donc la voie bilatérale, aujourd'hui elle se révèle qu'elle est difficile, qu'il faut négocier, qu'il y a des obstacles, mais moi je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et je ne crois pas que nous ne trouverons pas une solution à la difficulté d'aujourd'hui. Et fondamentalement je crois, et j'ai l'espoir, que nous pourrons aboutir à un accord plus équilibré qui sera susceptible de rallier un consensus de tous les Suisses et de toutes les Suissesses. Donc je dirais à mes petits-enfants que la Suisse a bien travaillé. Bonjour Madame, Philippe Vuillemin. J'aimerais peut-être d'abord rappeler qu'il existe aussi l'Union des communes d'Europe, et qui a été fondée entre autres par des Suisses. Ça, on n'en parle jamais, et pourtant l'Union des communes d'Europe, c'est important. Au-delà de ça, la question que je vous pose, ou le message que je vous donne, c'est que ces grandes discussions à Berne, c'est bien sympathique. Mais en attendant, tous les cantons frontaliers, tous les jours,
voient des hommes et des femmes venir travailler, repartir chez eux, venir travailler, repartir chez eux, se faire soigner, avec des gens qui se sentent frontaliers même quand ils habitent Nantes, par exemple. Alors, face à la terre entière, évidemment, Nantes est très frontalière par rapport à la Suisse. Européennement parlant, non. Alors, est-ce qu'on arriverait un jour à entendre aussi ce que les cantons, en particulier frontaliers, pensent? Et est-ce qu'on ne pourrait pas leur délivrer un message que, pour eux, on entend aussi se dépêcher un tout petit peu pour qu'ils puissent peut-être régler un certain nombre de problèmes internes? Je prendrai là comme exemple le problème du moratoire sur les médecins. Oui, vous avez raison de soulever le problème des frontaliers. Je veux dire, les cantons frontaliers vivent déjà l'Europe. Hein. Moi, je suis genevoise. Il y a 100 000 Français qui viennent travailler tous les matins à Genève. On a 104 km de frontières, sauf erreur, avec la France et 4 seulement avec le canton de Vaud. Donc, c'est dire si on connaît les problèmes d'un canton frontière. Et c'est dire si la frontière est parfois un obstacle à la libre circulation des gens, à leur mixité, à leur fonctionnement. Donc, c'est vrai que là, beaucoup de choses doivent être entreprises encore en termes de mobilité, en termes de coopération. Mais je crois que c'est possible aujourd'hui. Hein, c'est possible. Il faut une volonté politique forte aussi pour le faire. Il faut des moyens financiers et des ressources. Volonté politique, je parle par exemple des parkings de dissuasion que les Genevois ont refusé à l'époque pour que les centres d'activité ne soient pas envahis de voitures, ce qui provoque la colère des gens. Il faut participer à la formation des infirmières françaises, comme le fait le canton de Genève, parce que les infirmières françaises travaillent bientôt toutes à Genève et qu'il n'y en a plus une qui reste disponible en France voisine. C'est ce genre de problème qui se pose. Hein. Où vous allez être soigné, comment marchent les assurances, où va-t-on payer le chômage qui va vous dédommager. Tout ça, c'est des problèmes concrets que vivent les gens qui habitent dans les cantons frontaliers. Et ça, je pense qu'il faut une volonté politique aussi au niveau local pour que ça soit possible, et aussi au niveau national, parce qu'on connaît un certain nombre de réglementations différentes. Je me souviens, une fois, j'ai dû aborder avec M. Barroso, qui était président de la Commission européenne. Je lui ai dit, en fin de discussion officielle entre la Suisse et l'Union européenne, je lui ai dit, écoutez, j'ai un problème à aborder avec vous, c'est celui des prises électriques du CERN. Il m'a dit, quoi ? Vous osez me parler des prises électriques? J'ai dit, ben oui, écoutez, le CERN, qui est à cheval sur la frontière suisse et la frontière française, a un double système de prises électriques, ce qui évidemment pose problème au CERN, avec des standards différents entre la Suisse et la France. Et les Français disaient, non, on ne veut pas reprendre les standards suisses, et les Suisses disaient, non, on ne veut pas les standards français. Alors on m'a dit, allez voir le président Barroso, peut-être qu'il arrivera à régler ça au niveau de l'Union européenne, figurez-vous. Voilà, j'aimerais peut-être vous poser la dernière question avant de conclure. Étant donné que nous évoquons la politique européenne de la Suisse, je me dis que ça vaudrait la peine, même très très brièvement, d'évoquer le Conseil de l'Europe. C'est aussi une des grandes organisations européennes, née en 1949. La Suisse en fait partie depuis 1963. Et vous diriez, comment se porte ce Conseil de l'Europe? Quelle est son importance pour nous? Et puis comment voyez-vous effectivement la perspective qui a l'air d'avancer que la Russie pourrait bien le quitter? Alors ça, je regretterais beaucoup, parce que le Conseil de l'Europe est un endroit où on peut échanger avec les pays du continent européen, parce que le continent européen ne se résume pas à l'Union européenne. Il y a encore d'autres pays qui font partie du continent européen, qui participent du Conseil de l'Europe, qui engagent un dialogue au Conseil de l'Europe. Mais ça me paraîtrait vraiment dommageable que la Russie quitte le Conseil de l'Europe. Et je pense qu'il faut s'engager pour qu'elle y reste. Les problèmes très particuliers actuellement, je ne les connais pas vraiment bien. Hein. Je veux dire, je ne vais pas vous répondre dans le détail parce que je ne les connais pas vraiment bien. Mais je pense que ça serait vraiment une grande perte si un grand pays qui participe du continent européen quittait le Conseil de l'Europe. Et c'est
la remarque que vous faisiez entre les divisions, non seulement au sein de l'Union européenne, mais sur le continent européen, et les relations difficiles qu'on a avec la Fédération de Russie. Je pense qu'il ne faut pas couper le dialogue avec la Fédération de Russie. Elle est partie du continent européen, et chaque fois qu'on a essayé de résoudre nos problèmes de sécurité sans la Russie, ça s'est assez mal terminé. Voilà, merci infiniment, Madame la Présidente. Merci aussi infiniment à vous d'être venus et d'avoir posé tellement de questions. Je crois que c'était un bon moment pour nous tous, mais il n'est pas fini. Maintenant, on a la joie de vous inviter à un apéritif qui a lieu juste en dehors de la salle. Alors encore, merci beaucoup et puis à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.